et ce qui se passe en Italie avec évidemment le mouvement 5 étoiles, ce qui se passe également en Espagne, pas simplement avec Podemos, mais avec Ciudadanos, nous renvoie aussi à aujourd'hui un phénomène très inhabituel. C'est l'émergence de nouvelles forces politiques à la faveur, dans des contextes particuliers, qui sont évidemment des contextes électoraux, et qui, d'un seul coup, si on peut dire, raflent des mises considérables. La question étant évidemment de savoir si ce sont des gains uniques ou si, évidemment, ils seront en mesure de répéter cette performance. Donc tout ça, évidemment, a pour effet d'interpeller très fortement les gens qui, comme moi, depuis maintenant 25 ans, travaillent sur des partis politiques, parce qu'évidemment, la question se pose de savoir si, finalement, tous les cadres intellectuels dans lesquels on a pensé la sociologie et l'histoire des partis politiques sont aujourd'hui en train de voler complètement en éclats, ou si, eh bien, on peut quand même, on va dire, comprendre avec une certaine sérénité ce qui se passe, et si on peut, au fond, relativiser l'ampleur du changement. Et la seule façon, finalement, de bien appréhender ce qui se passe, de mon point de vue, et c'est, je pense, une invitation que je fais à tout le monde, c'est évidemment de faire de la comparaison et d'élargir le regard, d'élargir la perspective de deux points de vue, d'un point de vue historique. Et de ce point de vue-là, ce matin, j'ai beaucoup apprécié l'intervention qui a été faite à propos de la Révolution de 1848 et de qu'est-ce qui se passe, évidemment, dans une situation où il n'y a pas de parti politique existant et il faut rapidement, en quelque sorte, recruter des candidats, faire campagne, etc., qui nous rappelle que cette situation contemporaine, finalement, n'est pas aussi étrange que cela. Les partis politiques n'ont pas été toujours organisés de la façon dont on les connaît, et l'histoire, de ce point de vue-là, peut être un point intéressant de comparaison. Et puis aussi, effectivement, comme je l'indiquais à l'instant, nécessité de regarder à ce qui se passe ailleurs, pas simplement de façon contemporaine, mais aussi à travers l'histoire. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler des États-Unis. Je vais prendre le cas américain. D'abord parce qu'on parle souvent d'américanisation de la vie politique, pour indiquer notamment le fait qu'on a une personnalisation forte de la compétition électorale, qu'on a un recours à des techniques de marketing, de communication, de recours à des sondages, à des enquêtes d'opinion, avec beaucoup d'argent investi dans les campagnes électorales pour faire campagne, en évoquant l'exemple américain. Mais pas simplement pour ça, parce que je pense que les États-Unis, d'une certaine façon, sont un terrain d'observation à trois niveaux particulièrement intéressants. D'abord parce que aux États-Unis, pas simplement dans la science politique, dans les gens qui étudient la politique, mais aussi dans le monde, disons, militant, les gens qui s'intéressent à la politique, la question du déclin et de la disparition des partis politiques est une question qui est posée dès les années 60, et qu'il y a une littérature considérable qui a été produite à ce sujet. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le cas des États-Unis, c'est que, je dirais, depuis les années 90, cette question de la disparition, du déclin des partis politiques aux États-Unis ne se pose plus. C'est-à-dire que les chercheurs aujourd'hui font un bilan critique de ce qu'ils ont cru comme étant une tendance en quelque sorte inéluctable à l'époque. Donc c'est intéressant de revenir, me semble-t-il, sur ce qui s'est passé aux États-Unis, d'abord peut-être pour nous rassurer, pour ceux qui craindraient que les partis politiques soient quelque chose de voué à disparaître, remplacé, comme décrivait dans un article juste au lendemain de l'élection présidentielle française, Enrico Letta, qui est l'ancien Premier ministre italien, qui est devenu doyen de l'école des affaires internationales de Sciences Po, qui a écrit un article dans Le Monde qui prophétise, qui dit voilà, c'est la disparition des partis et c'est l'avènement des mouvements politiques à cause d'Internet, à cause de la rapidité de circulation des informations. Les partis seraient voués à disparaître et à être remplacés par des mouvements en quelque sorte ad hoc, qui mobiliserait comme ça, qui s'adapterait plus facilement aux demandes, aux attentes des citoyens. Donc, je pense que cette vision des choses que l'actualité peut produire est probablement fausse, et justement le cas américain va me permettre de montrer en quoi c'est pas le cas. Et le cas américain était très intéressant aussi pour une autre raison, on a une vision évidemment très très réductrice, c'est normal, en France du modèle des partis américains, qui a été un petit peu révisé par ce qui s'est passé notamment autour de la campagne d'Obama en 2008, mais aussi de Bernie Sanders, c'est que les partis américains ne sont pas des partis qui sont des partis qui ne s'appuient pas sur de la main-d'œuvre militante, sur des bénévoles. On a une vision très réductrice qui fait que ces partis américains aujourd'hui, ils
glane des millions, des milliards même d'argent, et qu'avec ça, ils recourent à des boîtes privées, en quelque sorte, pour payer du phoning, des publicités télévisées, etc. C'est pas vrai. Ces partis, au contraire, ont une capacité mobilisatrice très très forte, et pas simplement, bien sûr, les démocrates, mais aussi les républicains. Sans cela, évidemment, on ne comprendrait pas le succès de Donald Trump, et aussi, de manière plus générale, le succès de beaucoup de candidats républicains. Donc, de mon point de vue, regarder ce qui se passe aux États-Unis permet aussi de sortir de cette, on pourrait dire, vision très franco- et européano-centrée qu'un parti politique, c'est nécessairement une organisation pérenne, une organisation hiérarchisée, et non pas décentralisée, et une organisation effectivement permanente, qui s'appuie effectivement sur on parlait tout à l'heure de projets communs, d'idéologie commune, de doctrine commune, ça. Le paradoxe de la situation américaine, c'est que vous avez deux partis. Alors on peut toujours discuter sur le fait que derrière les étiquettes, ces partis ont évidemment beaucoup changé, mais vous avez quand même deux partis qui dominent la vie américaine depuis 130 ans. Il y a eu des partis concurrents, il y a eu des candidats indépendants à différents moments de l'histoire, et qui sont toujours là, et qui se sont adaptés, et qui ont adapté non seulement leur discours, mais aussi la forme d'organisation, et qui, effectivement, en dépit du fait que régulièrement on a prophétisé leur disparition, leur déclin, continuent, bon an, mal an, d'être les acteurs centraux de la vie politique américaine. Et s'ils le sont, c'est pas simplement parce que ce seraient des partis que les spécialistes appellent des partis cartels, c'est-à-dire des partis qui s'appuient sur un verrouillage quasiment juridique du jeu politique. De fait, aux États-Unis, les partis américains ont l'obligation, en quelque sorte, d'organiser des élections primaires, mais pas simplement, ils ont le droit, à la fois le devoir et le droit d'organiser ces élections, ce qui fait que les candidats qui se présentent aux élections sont très souvent obligés d'en passer par là. Il y a la législation de certains États peut varier d'un État à l'autre, mais dans beaucoup d'États, évidemment, il n'y a pas de possibilité pour les candidats indépendants de se présenter, et donc, évidemment, les électeurs ont l'habitude de voter pour dans le cadre de ces élections primaires, et donc, du coup, évidemment, ça renforce cette domination, cette permanence. Mais c'est pas ça seulement. C'est que ces partis sont, on parlait des rapports entre partis et mouvements sociaux, des partis qui sont très liés en fait à de nombreux groupes, mouvements, organisations diverses. Alors on peut évidemment déplorer que le Parti républicain et aussi le Parti démocrate d'ailleurs soient liés à certains intérêts d'affaires, mais pas seulement. Il faut savoir que toujours le principal bailleur du Parti démocrate américain, ça reste les organisations syndicales, encore aujourd'hui. Et c'est des sommes d'argent considérables, il faut le dire. Plus évidemment des organisations, défense des droits des Noirs, organisations environnementales, alors de l'autre côté républicain, les organisations chrétiennes très puissantes, qui ont leurs moyens, qui participent effectivement à travers le financement, à travers leurs membres, à la vie de ces partis politiques. Et je pense que une des hypothèses que l'on peut faire concernant, je résume avec mon intervention, j'aurais plus besoin même d'ailleurs de la développer si je continue. J'ai toujours l'habitude de faire des introductions assez longues, et puis évidemment le temps passe. Voilà, il passe 6 minutes. Voilà. Mais peu importe, comme ça permettra d'alimenter la discussion, puis je reprendrai sur tel ou tel point plus précisément. Sur ce qui concerne donc les relations avec ces mouvements des partis américains, je pense que le fait qu'en France nous ayons cette centralité de l'élection présidentielle, qui évidemment conduit à une élection nationale dont on a rappelé à bien des fois aujourd'hui que c'est la plus mobilisatrice. Donc cette élection présidentielle, aujourd'hui, elle a un impact direct sur l'élection législative et devient effectivement l'élection reine, d'une certaine façon, facilite ce mouvement à la fois de centralisation et de personnalisation, et que avec cette procédure, on peut effectivement imaginer qu'on aille à l'avenir plutôt effectivement vers des jeux de coalition, pas simplement partisans, mais aussi associant des organisations pour soutenir tel ou tel candidat. Mais ça reste évidemment ici totalement une hypothèse. Alors, je reviens rapidement sur le débat qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 60 sur la fin des partis politiques. Il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits. Un a eu un succès considérable, a été beaucoup discuté. Il est sorti en 72, qui était un journaliste du Washington Post, plutôt sensibilité conservatrice républicaine, qui s'appelle David Broder, qui en 72 publie un livre qui s'appelle The Party's Over. Le parti est en quelque sorte hors jeu, voilà. The Failure of Politics in America. Et dans ce livre, effectivement, Broder, au fond, c'est un livre qu'on pourrait presque traduire aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est la fin des partis, parce que c'est les présidents désormais qui font les campagnes électorales, qui choisissent les thèmes, indépendamment de ce que peuvent vouloir les
sinon les militants, du moins les cadres du parti, ses dirigeants. Du coup, évidemment, il n'y a plus de repères. Pour les électeurs, les présidents ou les candidats à l'élection présidentielle des États-Unis ou les gouverneurs également dans les États choisissent les thématiques en fonction des priorités du jour, de l'actualité. Et donc évidemment ça brouille complètement les électeurs et donc du coup ça entraîne le fait que les électeurs aujourd'hui, aux États-Unis à partir des années 60, ne sont plus fidèles à leur parti politique. Ils peuvent voter pour le candidat du parti à l'élection présidentielle, pas pour les élections législatives. Alors, cette approche pour le coup, très engagée s'appuie en fait sur un constat que fait la science politique américaine depuis les années 60, c'est qu'il y a un déclin d'identification partisane. Il n'y a pas de membres des partis politiques au sens d'adhérents cotisants dans le parti américain, mais effectivement il y avait cette tradition depuis le début du XXe siècle qu'au fond, et notamment à cause des primaires, parce qu'il fallait s'inscrire comme démocrate ou républicain pour avoir le droit de voter à une primaire, les gens s'identifiaient de génération en génération, pour dire, au même parti politique, et qu'il y avait une très forte corrélation entre ça et le vote, pour ce parti politique. Et puis à partir des années, début des années 60, on s'aperçoit que ça décroche. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'Américains qui se disent indépendants, on dirait aujourd'hui en France, ni droite ni gauche. Et puis de plus en plus, on constate aussi que les électeurs américains ne votent plus de la même façon à l'élection présidentielle, nécessairement à l'élection législative. Ils peuvent voter pour un président républicain, puis pour un candidat démocrate, et ça va croissant. Les chiffres sont assez éloquents là-dessus. Et quelle est l'explication qui est donnée évidemment de ça? C'est le règne de la télévision, bien sûr, il y a un très très beau film qui s'appelle La dernière fanfare en français, c'est un film de John Ford, qui met en scène en fait un scénario d'un livre aussi à succès qui montre la fin d'une entreprise qui s'appelle le bossisme aux États-Unis. C'est une grande ville, c'est Spencer Tracy qui est un boss irlandais qui fait sa dernière campagne électorale, c'est ça la dernière fanfare. Il utilise les techniques habituelles, il fait justement défiler les fanfares irlandaises dans les quartiers pour attirer les électeurs, il distribue les emplois, et puis il se fait battre par un type qui est complètement à l'aise devant la télévision, qui a fait des sondages et qui a ciblé effectivement les électeurs qui étaient les plus indécis, et à la surprise générale, il gagne. Voilà. C'est la métaphore de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, évidemment, ce qui change la donne, c'est le mode de financement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de financement public des partis politiques, il n'y en avait pas non plus en France à cette époque-là, dans les années 60, mais au contraire, effectivement, il y a une liberté totale qui va être renforcée avec le temps de collecter de l'argent, et donc, évidemment, l'analyse des politiciens américains, c'est on va vers une forme de plutocratisation de la politique, mais aussi vers le fait que les campagnes aujourd'hui, par le fait que les candidats peuvent collecter eux-mêmes des financements, échappent aux partis qui sont en quelque sorte des acteurs mineurs par rapport à ça. Donc cette explication en quelque sorte par l'économie de la politique américaine et cette débauche en quelque sorte de moyens, savoir qu'aux États-Unis, les campagnes électorales par rapport aux campagnes électorales françaises qui sont plafonnées induisent, en tout cas pour les élections nationales, des dépenses qui sont entre 20 et 30 fois supérieures à une élection par rapport à la taille de la population, je veux dire. Donc c'est évidemment. Et donc à partir de là, évidemment, beaucoup de gens vont dire bon bah là, c'est la fin des partis politiques, quoi. C'est à la fois les plus soutenus par les intérêts économiques, et puis. Sauf que c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un déclin d'identification partisane, mais dans le même temps, en fait, selon ce qu'on regarde, on s'aperçoit que les partis continuent d'avoir un rôle très important aux États-Unis pour les élections non présidentielles et les élections législatives, on va dire pour dire comme ça, c'est-à-dire le Congrès, mais aussi dans les États, parce qu'aux États-Unis, on élit plein de gens, pas simplement le député, les maires, les conseillers municipaux, les shérifs, les juges, etc. Et là, souvent, dans ces élections-là, en fait, il y a peu de participation, et les partis conservent effectivement à la fois leur rôle, pour dire, de présélection des candidats, et aussi, évidemment, de financement. Et donc, c'est une illusion de penser que c'est un déclin des partis politiques. Les partis politiques sont marginaux dans l'organisation des élections présidentielles, mais en fait récupèrent dans ce travail de coordination des élections ailleurs un rôle extrêmement important. Et puis, deuxième élément, très important, mais je ne vais pas finir par ça tout de suite, parce que je vais quand même faire une petite conclusion derrière pour ouvrir sur la discussion et l'actualité. L'autre élément, effectivement, qui est très important, c'est que les partis, en fait, ont renforcé leur rôle dans la coordination des élus dans les assemblées. Alors, il y a une raison très importante à ça, c'est que, évidemment,
les politiques publiques, et ça c'est quelque chose qu'on constate aussi partout, après Roosevelt, le New Deal, et encore plus effectivement après la Deuxième Guerre mondiale, sont de plus en plus importantes. On dépense de plus en plus, l'État dépense de plus en plus d'argent, l'intervention publique est croissante dans des secteurs très très variables. Donc même si les élus défendent des intérêts de circonscription, des intérêts particuliers, ils ont besoin en quelque sorte de se coordonner pour négocier les lois prioritaires ou les réformes prioritaires. Et ce qu'établit assez finement la science politique américaine, c'est qu'en fait, parallèlement à ce soi-disant déclin des partis politiques, la solidarité et la discipline de vote dans les assemblées entre les élus s'est plutôt renforcée, et le travail de coordination partisane au sein des institutions s'est plutôt renforcé. Et donc le bilan de ça, c'était de dire, bon, c'est finalement, selon ce qu'on regarde, les partis peuvent s'être affaiblis dans certains secteurs et pas dans d'autres. Et puis surtout, ce qui a surpris, ce qui explique, et je termine là-dessus, pourquoi les politistes américains, à partir des années 90, abandonnent cette idée d'une disparition des partis politiques, c'est qu'ils ont la surprise de découvrir que les partis qui étaient analysés comme des espèces de partis attrape-tout, parti démocrate, parti républicain, qui agrégeaient des intérêts extrêmement divers sur le plan économique, social, culturel, ils sont désormais beaucoup plus idéologiques, hein, et investis de plus en plus effectivement par des groupes. Alors c'est évidemment le tournant, on pourrait dire, conservateur du parti républicain s'opère à cette époque-là, mais aussi de l'autre côté, effectivement, même si les liens avec les syndicats, le Parti démocrate au niveau central sont plus problématiques, dans les États, ils demeurent, et surtout, on a ce lien de plus en plus fort qui s'est construit dans les années 60 et qui se poursuit ensuite des associations noires, hispaniques, de défense des gays, qui investissent en quelque sorte le soutien du Parti démocrate, et ce qui fait que alors que tout le monde pensait que on était dans une phase de déclin inéluctable, tendanciel, de l'identification partisane et du fait que les électeurs votaient différemment selon les élections, eh ben, on voit que la cohérence des électeurs, c'est-à-dire le fait de ce qu'on appelle le split ticket aux États-Unis, c'est-à-dire le fait de voter éventuellement différemment l'élection du gouverneur, du président, est de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'on revient aujourd'hui, 80% des électeurs américains votent de la même façon à la présidentielle et à l'élection législative. Et puis, le pourcentage d'Américains qui s'identifient à un parti politique a réaugmenté. Et donc, et puis, dernier élément, effectivement, c'est que là où aussi tout le monde craignait qu'Internet débouche sur, au contraire, un renforcement de la personnalisation de la vie politique, on a vu que les acteurs politiques avaient pu utiliser cette forme pour justement s'émanciper partiellement de la dépendance vis-à-vis des gros financiers américains, des grosses entreprises qui étaient critiquées, et on a vu des collectes de dons et l'organisation effectivement de réseaux militants, ce qui a permis effectivement à des candidats outsiders de l'emporter. Alors, si je fais ce détour, c'est pas pour vous dire il faut, voilà, c'est pas l'apologie du modèle américain, c'est que c'est plus complexe que ça, et c'est surtout intéressant parce que ce cas nous montre que avec on pourrait dire quasiment 50 ans de retard, le discours actuel en Europe, mais qui est partagé pas simplement en France mais ailleurs, sur c'est stérile, les partis disparaissent, ils vont disparaître, c'est pas, voilà, ils vont s'adapter, ils vont se transformer. Ce qui est sûr, je termine là-dessus, c'est que les partis de masse traditionnels, mais ça fait longtemps qu'ils ont disparu, hein. On en a parlé aujourd'hui, il y a eu des témoignages multiples, c'est plutôt sur le mode de la nostalgie que la réalité, ça c'est évident, mais pour autant, cette forme d'organisation partisane, elle a une histoire, elle n'a jamais été généralisée partout, et d'autres formes alternatives vont surgir, et ce sera obligatoirement des partis politiques, on le voit d'ailleurs avec la France Insoumise déjà, et avec En Marche, parce qu'il faut coordonner les élus, parce qu'il faut effectivement faire des choix, il faut arbitrer des choix d'orientation politique, et que, évidemment, il faut aussi collecter des moyens pour organiser des campagnes électorales, exactement comme on le faisait en 1848, ou en tout cas, plutôt comme on a essayé de le faire, comme ça a été rappelé ce matin, avec des succès à l'époque, évidemment, beaucoup plus contrastés. Voilà, excuse-moi d'avoir été un petit peu...